Rennes, 1968. En plein centre-ville, à 5 mètres de profondeur, des ouvriers découvrent un trésor archéologique parmi les plus fascinants. Des vestiges de Condat. « 2000 ans après sa fondation, cette cité gallo-romaine intrigue toujours autant les historiens. Elle s'étendait sur une centaine d'hectares à l'emplacement actuel de la ville de Rennes. À partir de la fin du IIIe siècle, une muraille préservait ses habitants des attaques barbares. Aujourd'hui, apparaissant comme les pièces d'un puzzle inachevé, seuls quelques quartiers de cette cité ont été explorés par les archéologues. Il y a de l'eau ici, effectivement, ça ici. On est ici, donc 2,50 m, presque 3 mètres sous le niveau des trottoirs. Oui. Et on devrait retrouver les restes de la muraille de fortification construite à la fin du IIIe siècle, si toutefois elle n'a pas été complètement détruite lors de la construction de l'immeuble. Les archéologues sont toujours à la recherche des traces de Condat. Des blocs de granit, Des blocs de granit qui peuvent être réutilisés. Mais une opportunité majeure se présente enfin. Une aventure scientifique qui devrait permettre de résoudre une partie des énigmes de cette cité disparue. Alors si on était là il y a 2000 ans, on verrait en contrebas une rue importante de la ville qui sera orientée nord-sud avec des boutiques, sans doute une foule importante qui grouillerait sous nos pieds avec des immeubles, des bâtiments alignés les uns à côté des autres. On verrait des toits en tuiles au lieu d'avoir des toits en ardoise. Et puis on n'aurait plus les bruits de la circulation, on aurait des bruits de charrettes. Ça serait assez différent à ce niveau-là. On a quand même 2000 ans d'histoire à nos pieds. Et bon, on en voit essentiellement le couvent, mais quand on sait que sous le couvent, on a encore 1500 ans de cachets qu'on essaie de mettre au jour, c'est assez grisant. Parmi les pièces du puzzle de Condat, celle du couvent des Jacobins se situe au cœur de l'histoire de la ville. La décision, en 2009, de construire un centre des congrès dans les murs du couvent déclenche l'une des plus vastes campagnes de fouilles urbaines en France. Rares sont les grands chantiers de fouilles archéologiques qui peuvent se tenir dans les centres urbains aujourd'hui, d'autant plus quand les secteurs urbains sont protégés au titre des secteurs sauvegardés. C'est plus difficile en fait de pouvoir intervenir. Donc là, on a une opportunité majeure de pouvoir mieux connaître l'histoire de la ville au cours de ces fouilles. Épargnés par les guerres et les grands incendies qui ont ravagé la ville, les 8000 mètres carrés du couvent apparaissent comme une capsule temporelle. Le bâtiment est édifié en 1369 à l'emplacement même où, 14 siècles plus tôt, la cité romaine prenait son essor. Le couvent des Jacobins est un lieu extrêmement emblématique ici à Rennes parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Pour peu d'ailleurs qu'on y prête l'oreille, en fait, on entend énormément d'histoires qui évoquent finalement, au travers du lieu, l'évolution de Rennes au cours du temps. Les Jacobins, c'est un ordre mendiant, ce sont des dominicains qui sont tournés vers l'extérieur et leur implantation dans cette partie-là de la ville montre bien justement ce lien avec la société civile de cette époque-là. Décembre 2011. Les fouilles commencent par le centre du couvent, le jardin du cloître. Quatre fondations de cuves,
vestiges de l'occupation militaire du site au XIXe siècle, sont rapidement déblayés. De part et d'autre, les traces de comdat commencent à émerger. Beaucoup de murs sont sortis de toutes les époques. Et il y a beaucoup de vestiges qui donnent une image du quartier gallo-romain à la fin du 3e, début du 4e siècle. Et la densité des vestiges est vraiment très importante et l'état de conservation exceptionnel pour la ville de Rennes. Pour un archéologue, la lecture va être vraiment très très fine. À 1 mètre de profondeur, ce qui pourrait bien être le Cardo Maximus, l'avenue principale de la cité, apparaît. Là, je fouille un caniveau antique donc, qui se retrouve entre la voie romaine qui est là, tout là, et les murs antiques aussi. Donc, ce caniveau-là est rempli de diverses choses. Donc, on va avoir des coquilles, des morceaux de coquillage, donc des fragments d'huîtres. On va trouver aussi des fragments de moules. Ça, c'est un col de cruche aussi romaine. C'est 1er, 2e siècle de notre ère. On va pouvoir mieux la dater en fonction de la forme au fait, du col et de la lèvre de la cruche. Tu feras une belle série de photos de ça, du caniveau, du mur, bien nettoyé, tout. Cette voie romaine bordée par ces caniveaux en bois a échappé à 2000 ans d'aménagement urbain. Une chance, car la majorité des traces de comdat a disparu. Au lendemain de la guerre, Rennes, comme de nombreuses villes françaises, connaît un développement fulgurant. Des quartiers entiers sortent de terre. Mais préserver les vestiges du passé n'est pas dans l'air du temps. Une des précieuses pièces de ce puzzle de comdat va manquer de disparaître à son tour. En avril 1977, Louis Pape et Annie Bardel, 2 archéologues, sont en alerte. Les travaux de terrassement d'un collège ont débuté à l'endroit même où pourrait subsister un quartier de la cité antique. En 1977, on n'avait aucun droit de fouiller sur un chantier en cours. On a été toléré ici exceptionnellement, mais à condition de n'apporter aucune gêne au chantier, aucune interruption. Il n'y avait pas de moyens mécaniques. J'étais seul la plupart du temps avec 1 ou 2 bénévoles. Entre les engins de chantier, des vestiges d'un grand complexe thermal romain réapparaissent. C'est une découverte d'envergure pour les historiens de la ville. On n'avait pas le droit d'intervenir sur le chantier lui-même. Tout était détruit sous nos yeux, évidemment, et on voyait tous les vestiges qui partaient dans les camions de déblai, les camions de gravats. Et c'était... les camions de gravats semaient des morceaux de maçonnerie gallo-romaine. En profitant de la pause déjeuner du pelleteur, on pouvait réussir à faire un relevé d'un mur ou d'un puits, d'un four. C'est tout. Tout cela n'était pas protégé à l'époque. Donc avant les années 1980, il n'y avait pas de loi qui protège. Il n'y avait pas non plus le potentiel archéologique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de professionnels de l'archéologie. Tout cela a été créé très récemment, dans les années 1980, justement, sous l'impulsion de ces lois qui ont protégé le patrimoine, qui ont nécessité la formation d'archéologues professionnels, des archéologues professionnels qui n'existaient pas avant cette époque. On a perdu énormément, on a perdu des informations à l'appel. On avait tout un quartier gallo-romain comprenant un établissement thermal, donc un établissement public très important, et on a perdu toutes les informations. Quelques années plus tôt, en 1968, un cinéma est en construction à l'emplacement même de la muraille du IIIe siècle. Le maire, pourtant professeur d'histoire, et les autorités archéologiques de l'époque ne jugent pas utile de déclencher une campagne de fouilles. Pourtant, en détruisant la muraille, les ouvriers dégagent une porte, un passage aménagé par les Romains. En creusant plus profondément, apparaît un véritable trésor pour les historiens. 5 bases de statues gravées de textes en latin. Sauvées de justesse, ces pierres sont transportées au musée de la ville. On va regarder dans super. Les inscriptions du Gaumont. Ça se passe 150 ans à peu près après la création de la ville. Voilà, donc ça la date vers 135. 135 qu'elle nous indique.
que dans la ville de Condat, à l'époque, il y avait un temple et qu'à proximité immédiate de ce temple, il y avait une basilique et que c'est dans la basilique qu'étaient placés les statues, les inscriptions et toutes sortes d'autres monuments. Elles font partie des inscriptions les plus importantes dont on dispose pour l'histoire politique et religieuse de la Gaule. Oui. Elles sont vraiment très très importantes à l'échelle nationale, on peut dire, même un peu au-delà. Oui, l'ensemble de l'Empire. Ouais. Ça nous montre comment fonctionnait l'Empire romain à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une décentralisation beaucoup plus grande que ce que l'on imagine et que le pouvoir local avait beaucoup d'influence, de l'argent pour construire et pour aménager la ville. Ici, on voit Riedonum, Civitas. On a Condat, on a Rome, on a tout l'Empire sur cette pierre-là. C'est une partie de l'histoire de l'Empire romain. Condat, c'est une ville, autrement dit, c'est un rassemblement de population. Autrement dit, eh bien, étudier la ville romaine, c'est aussi étudier le fonctionnement d'une communauté urbaine, ancienne. Et tout cela, évidemment, a des implications sur notre perception, aujourd'hui, du contrôle urbain. Touchant presque le couvent des Jacobins, une autre pièce du puzzle pourrait bien livrer de nouveaux indices. Ça fait 26 ans que je travaille sur Condat, depuis 1986, et chaque fois que j'entame un diagnostic archéologique, il y a la même émotion, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de la ville antique aujourd'hui, quelles pièces complémentaires au puzzle on va pouvoir fournir. Il y a toujours cette petite excitation là. Tous les jours, on marche sur le passé, les quartiers anciens de Condat, sans les connaître, et quelquefois, on a la chance de pouvoir justement essayer d'en comprendre un peu plus. 10 jours plus tard, en creusant à 4 mètres de profondeur, les archéologues remontent 20 siècles en arrière. Ici, on a une partie d'une chaussée de la ville antique. Et ça donne une surface très compacte. Il faut imaginer là-dessus la circulation de charrettes, de chevaux, donc c'est vraiment très très résistant. Petit à petit, on arrive à restituer ce qu'on appelle dans notre jargon la trame urbaine, la trame, donc le quadrillage des chaussées de la ville antique. Ce quadrillage des chaussées de la cité antique s'est considérablement étoffé depuis 25 ans. L'une des voies qui passe sous le couvent des Jacobins est celle que vient de retrouver Dominique Pouille, complétant encore un peu plus le plan de Condat. Dans le jardin du cloître du couvent, les archéologues continuent leur exploration du passé de la ville. Ils atteignent maintenant les niveaux les plus fascinants. Là, a priori, on est dans la première moitié du 1er siècle. Donc on est vraiment dans les premières constructions qui ont été édifiées à Rennes. Là, hop, on rentre dans un petit espace, peut-être un petit couloir qui donne accès à des pièces, en fait, qui sont disposées du côté nord. C'est rigolo de se dire, voilà, les gens, il y a 2000 ans, marchaient dans ces espaces-là. Alors, après, il faut faire un gros travail de gymnastique intellectuelle pour imaginer plutôt le volume. Il ne faut pas se cantonner à l'espace qui est au sol. Il faut imaginer les parois, les portes, la toiture, les espaces dans lesquels évoluaient les gens. Il n'y avait pas de ville gauloise avant Rennes. Autrement dit, la fondation de Rennes, c'est la fondation d'une ville nouvelle. C'est une origine, en quelque sorte. Et lorsqu'on en voit les traces, il y a quelque chose de touchant, en effet, puisqu'on voit bien que la main de l'homme s'approprie un espace et de quelle façon elle le fait. Et là, il y a quelque chose, il y a une belle histoire à raconter. Peut-être un autre fragment. Ça, c'est sûrement un fragment de dolium, donc c'est des grands vases de stockage. Et ça doit faire, c'est assez haut, ça mesure, on va dire, entre 80 et 1 mètre de hauteur. Et on y stockait principalement des céréales à l'époque romaine. Là, je suis sur le sol qui est en dessous, donc j'ai le bord. Et voilà.
En fait, c'est une petite jatte en terra nigra. Regarde ce qu'on a trouvé. Une petite jatte. Les tout premiers habitants de la cité ont laissé quelques objets de leur vie quotidienne. C'est une mine d'informations pour les archéologues. Il y a des chances que ça fasse un vase de cette taille-là. Ouais. Ça a dû servir un peu de bouilloire. Ah, et du coup, ça a accroché. Du coup, ça accroche et t'as le calcaire qui se dépose dedans. Qui reste dessus. Les céramiques, ça c'est super, c'est les productions les plus anciennes de Rennes. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est les productions de céramique fine. Ouais. Des petits gobelets avec un petit pied très fin, et c'est les vases à boire, avec un peu d'amphore et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Okay. Sous le pinceau d'une archéologue, une découverte inespérée apparaît. A priori, on doit être sur un glaive, vu la longueur, c'est plutôt court, donc on n'est pas sur les épées. Tu as la partie pour prendre l'arme, donc dans ce secteur-là, jusqu'à la pointe là. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'au final, il y en a assez peu qui ont été trouvés en contexte. Jusqu'à maintenant, ça a été trouvé en rejet, tu vois, souvent dans les fleuves, en fait. On trouve un glaive dans les premiers niveaux de Rennes. Eh bien, ça pose tout simplement la question de la présence militaire à cette époque-là, présence militaire romaine, et de la participation de l'armée romaine à la fondation de la ville. Alors, on est au début du 1er siècle, dans le contexte. D'accord. C'est très très beau. Ouais, d'accord. Alors, donc ça, ce serait quoi alors? Ça serait peut-être une gourde antique. Mais c'est très très lourd parce qu'elle est remplie de plomb. Et ça, c'est tous les petits bouts qui vont avec. Ah non, non, il y a quand même la clé. Mais il y a autre chose avec. Pour décrypter ce livre d'histoire qu'est le couvent des Jacobins, les archéologues doivent continuellement jongler avec les époques et savoir passer de l'Antiquité au Moyen-Âge. Alors là, on est dans la partie du couvent du XVe siècle, donc il y a 500 ans. Nous sommes au premier étage où il y avait les dortoirs des moines, donc toutes les petites cellules où les moines étaient logés. On peut quand même ressentir certaines choses, et notamment dans cet espace-là, à travers ces petites ouvertures, le calme qui règne alors qu'on est en centre-ville, et la lumière qui pénètre à travers les fenêtres. À l'est, par exemple, le matin, c'est vrai qu'il y a une dimension, on ressent un petit peu ce que pouvaient ressentir les personnes qui vivaient là au XVe siècle. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été évoquées autour de la figure d'Anne de Bretagne, notamment ici à Rennes. On sait d'ailleurs de manière très nette qu'elle a été couronnée ici dans la cathédrale Saint-Pierre en 1489. Quelques années plus tard ont lieu les pourparlers de rapprochement entre le duché de Bretagne qui est indépendant et la France. Et beaucoup d'historiens ont pu évoquer finalement des fiançailles qui se seraient déroulées entre Anne de Bretagne et Charles VIII dans ce couvent des Jacobins. On ne sait pas encore précisément si c'est dans l'église, dans le chœur, ici où nous sommes, ou si c'est dans une chapelle qui serait toute proche, peut-être derrière ce mur. Les textes ne sont pas forcément très clairs du point de vue de la description du lieu où elle s'est fiancée. Il mentionne une chapelle. Alors est-ce que effectivement c'est une chapelle, un lieu vraiment différencié de l'église, ou est-ce que la chapelle renvoie à cet espace ici? Ça reste encore à déterminer, mais on aura sans doute la solution à l'issue des fouilles.
chargé de trouver des documents historiques pour les confronter aux données du terrain. Mes collègues fouillent la terre au couvent des Jacobins, moi je fouille dans les archives. Alors voilà le texte de la fondation. Ce qui est excitant un peu avec toutes ces archives, c'est qu'on peut rétablir certaines vérités. C'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public pense que Jean IV est le véritable fondateur du couvent, que les fiançailles d'Anne de Bretagne se sont déroulées dans le même couvent. Et quand on regarde les archives, on s'aperçoit que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En rendant grâce et louange à Dieu et à la benoîte Vierge Marie du traité de paix, lequel fut fait et voulu entre notre Seigneur le Roi et notre souveraine dame le 17e jour de novembre, l'an 1491. Là, on voit que ce qui est célébré, c'est pas du tout des fiançailles, c'est le traité de paix en lui-même. C'est un traité de paix provisoire, une sorte d'armistice, qui est le prémisse de l'union d'Anne de Bretagne et de Charles VIII. C'est le premier pas, et c'est ça qui est célébré dans ce texte-là. L'histoire, c'est pas une science rigoureusement exacte, c'est une science humaine. Et son interprétation, elle peut différer d'époque en époque. Il y a des découvertes justement archéologiques qui permettent de remettre en cause certaines idées reçues. Et donc là, les fouilles au couvent des Jacobins vont aussi permettre certainement de mieux connaître l'histoire de la ville, peut-être aussi de remettre en cause certains faits qui étaient avérés par les historiens depuis de nombreuses décennies. Et donc le public, s'il n'est pas perturbé finalement par ces nouvelles découvertes, il est friand quand même de savoir ce qui s'est passé avant qu'il traverse les lieux que nous connaissons aujourd'hui dans la ville. L'enquête se poursuit dans la partie nord de la ville antique. Les archéologues entament une première étude sur un site qui sera bientôt recouvert par des immeubles d'habitation. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont découvrir. C'est petit, mais... Ah, voilà. Voilà. Magnifique monnaie. Un beau sesterce encore. Vraiment posé, tu vois, sur la voie, à plat. Oui, ben, il est à l'effigie d'une impératrice. C'est surprenant parce que là, ça fait... sur quelques dizaines de mètres de voirie, ça fait beaucoup de monnaies trouvées comme ça, à plat sur la chaussée. Des monnaies qui ont été perdues. C'est étonnant. Hein. Ça, c'est un morceau de mortier pour broyer les aliments. Juste à côté du béton. Avec beaucoup de chance, on pourrait peut-être tomber sur l'axe est-ouest, le Decumanus, le prolongement de celui qu'on avait trouvé en 1993 là-bas, à l'autre bout de l'Hôtel Dieu. Il passe pas loin, donc ça serait pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une bande de terrain là, on a une quinzaine de mètres où on ne peut pas sonder à cause des réseaux, il peut très bien passer là. Mais bon, on verra. Et si je vous dis qu'on a peut-être touché le gros lot, on a un mur, un vrai. Et celui-là, je le sens bien antique. Aux Jacobins, la zone au nord du couvent, dans le prolongement du jardin du cloître, va enfin être explorée. En déblayant méticuleusement des centaines de mètres cubes, un quartier antique retrouve la lumière après 1500 ans passés sous terre. C'est assez fascinant. On est actuellement à peu près 1,30 m de la rue actuelle et je suis en train de nettoyer la rue du IIIe siècle. On peut voir qu'elle est en assez bon état. Il y a quelques traces d'usure, les marques des charrettes, les pas des piétons, mais à part quelques petits nids de poules, elle est plutôt belle. Le long de cette voie romaine,
Les piétons circulaient sur cette galerie dont le décor a étonnamment traversé les siècles. Ce sont des couleurs qui ont gardé leur teinte d'origine, donc avec des choses très riches en pigments. Et donc du coup, on a des couleurs très nettes encore, même aujourd'hui, avec des imitations de marbre de Tunisie et puis autrement du marbre plus clair qu'on trouve dans les Pyrénées et un peu partout. Je viens de trouver cette huile, apparemment il y a des empreintes. Tu penses que ouais, ça... c'est super parce qu'en fait c'est l'empreinte d'une semelle de chaussure. Tu as la trace des clous qui consolidaient la semelle. Bien souvent, au cours des fouilles archéologiques urbaines antiques, seuls quelques vestiges subsistent. Mais dans cette cour nord, les constructions sont étonnamment conservées. Ce qui intrigue le plus les archéologues, ce sont ces murs massifs édifiés au IIIe siècle en plein milieu d'un carrefour important. Quel est donc ce bâtiment? À proximité, les vestiges d'un atelier de boucher mettent les archéologues sur la piste d'un temple. C'est un quartier à vocation essentiellement commerciale. On a un gros bâtiment qui est construit sur la partie est du Cardo, donc de la voie nord-sud qui traverse le site. Gros bâtiment commercial qui fait penser peut-être à une espèce de marché avec un alignement de boutiques. Et puis de l'autre côté, plusieurs constructions avec des étages qui débordent sur la rue. Donc quelque chose d'assez classique pour l'époque romaine, mais qui nous renvoie l'image d'un tissu urbain particulièrement dense pour ce secteur-là. Oh super, oh, il est beau celui-là en plus, c'est une belle pièce, c'est un stylet, donc un instrument pour écrire, donc on gravait avec la pointe dans la cire, et puis quand on s'était trompé on pouvait gommer avec la spatule. C'est un crayon gallo-romain en fait. Ça montre qu'on est dans un milieu aisé, parce que déjà on savait écrire, c'est un objet qui est de belle facture, qui est fin, donc on est quand même dans un... Voilà, on est haut de gamme du stylet. Les habitants de ce quartier du IIIe siècle ont abandonné des dizaines d'autres objets, comme cette pince à épiler ou la clé d'un coffre disparu à jamais. On est maintenant en mesure de se projeter et d'imaginer à quoi ressemblait la ville de Condat au IIIe siècle. Là, je suis sur la voie principale, par où passaient les charrettes, et elles arrivaient devant un magnifique temple qui était érigé en plein milieu d'un carrefour. Les charrettes continuaient par là pour éviter cet édifice monumental et pouvaient rejoindre en fait l'autre voie qui était est-ouest, alors que les piétons, eux, ils passaient plutôt par cette partie-là, qui était complètement condamnée pour les véhicules. On imagine que les piétons passaient comme ça et accédaient au temple par cet escalier monumental. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses aux questions que pose ce temple, mais en tout cas, on a le questionnement, encore une fois. Autrement dit, à partir d'une telle trouvaille, on peut questionner les vestiges, étendre le questionnement des vestiges, et ainsi mieux comprendre l'articulation des espaces urbains au sein d'une ville romaine. À quelques mètres de la cour nord, les recherches accomplissent un bond en avant de 1300 ans dans l'histoire de la ville. En étudiant le sol de l'église, des traces disséminées de la fréquentation du site sous Louis XIII et Louis XIV sortent de terre. C'est des monnaies principalement, même exclusivement du XVIIe siècle. On peut voir des Louis XIV, des Louis XIII, quelques monnaies féodales aussi. Donc cette monnaie-là, c'est un liard de Louis XIV. On a aussi des doubles tournois de Louis XIII, comme celle-là, celle-là. Et c'est à peu près la plupart de toutes les monnaies qu'on a trouvées ce matin. À l'intérieur du couvent, l'équipe d'anthropologues dégage progressivement un véritable cimetière. En l'espace de 2 mois, 150 sépultures du XVe, XVIe et XVIIe siècle sont mises au jour.
Notre intérêt, c'est d'arriver à savoir à peu près quel individu a été inhumé et où. Donc oui, on va avoir une petite étude sociologique, mais basée uniquement pour l'instant sur une population adulte. Tu vois, la dent est complètement bouffée par une carie. C'est pour ça qu'ils perdent, à l'époque, tu perds tes dents. La carie s'infecte, l'infection passe dans la racine, ça tue le nerf, ça se propage à l'os, et tu finis par perdre ta dent. Une grande chance dans les fouilles archéologiques, c'est de retrouver en fait ce qui peut paraître paradoxal, mais des cadavres. Parce que, et s'ils sont relativement bien conservés, une étude anthropologique va permettre justement de définir énormément de choses, à savoir quel était le régime alimentaire en fait de ces personnes, de quoi sont-elles décédées, à quelle époque, à quel âge, et donc ça permet de délivrer énormément de renseignements sur la vie quotidienne à un temps donné et dans une partie en fait de la ville. Dans la plus longue pièce du couvent, les 2 salles où se réunissaient les frères dominicains à partir du XVe siècle sont redécouvertes. Certaines de leurs tombes révèlent d'émouvants vestiges. Chacune de ces 2 salles est aussi occupée par beaucoup de sépultures, sans doute des ecclésiastiques de l'époque, des frères qui étaient enterrés dans ces 2 espaces. Et donc on a de la chance d'avoir notamment la première salle capitulaire, puisqu'il semble que des terrassements importants aient eu lieu quand même dans le couvent au moment des restructurations du XVIIe. Donc que la salle capitulaire du XVe soit conservée, c'est une chance assez exceptionnelle. Les archéologues font face à un véritable labyrinthe temporel. Les niveaux de l'Antiquité se mêlent avec ceux du Moyen-Âge. Ce qui est vraiment intéressant et fascinant sur ce site, c'est toutes les occupations qui se télescopent. On a les niveaux voilà, avec ces sépultures modernes donc du XVIIe siècle de frères dominicains, puisqu'on est dans la salle du chapitre, c'est la salle de réunion des frères, avec une population hyper sélectionnée, avec que des adultes et beaucoup d'hommes. Pour l'instant, on a repéré très peu de squelettes de femmes. Ce sera à voir après en post-fouille et en phase d'étude, en laboratoire, que font ces femmes dans cette salle. Et donc ça se télescope avec les niveaux d'occupation antique. Et ici, par exemple, on a un très beau niveau de sol antique rose, là, sur lequel s'installe un autre remblai antique. Et on voit bien, voilà, ici, les coups de pioche qui ont été donnés par les frères dominicains pour creuser cette tombe. Donc c'est tout cet enchevêtrement de couches qui est vraiment intéressante sur ce site. À quelques mètres de ces sépultures du XVe siècle, cet amoncellement de pierres propulse les chercheurs dans l'Antiquité. C'est un plafond peint d'époque antique qui s'est effondré suite à un incendie. Et ça, c'est des décors qui sont typiques du IIIe siècle. Hop. Ce qui me touche le plus dans ce décor-là, ça va être la qualité d'exécution, notamment au niveau des oiseaux. Il faut se dire que la personne qui a peint ça était à 3 mètres de hauteur sur un échafaudage et c'est de la peinture très artistique, tête en l'air, donc c'est pas forcément quelque chose de facile à réaliser. Et du coup, ça indique que c'est un vrai artiste qui a pu peindre ce plafond. Ça a une petite émotion de découvrir qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est le seul sarcophage en plomb qu'on ait trouvé au sein de l'église. Puis bon, un sarcophage en plomb, c'est quelqu'un qui a les moyens aussi de se faire inhumer comme ça, de cette manière-là. Au cours des siècles, c'est un lieu en fait, de pèlerinage qui est extrêmement important et réputé. Et la noblesse parlementaire qui siégeait au Parlement de Bretagne depuis le milieu du XVIe siècle va avoir comme coutume finalement d'être ensevelie là sur plusieurs générations. Au pied du sarcophage, des reliquaires contenant le cœur des défunts sont découverts. Qui est enterré ici? Et pourquoi préserver leurs organes? Les reliquaires ont-ils été ensevelis à la même époque que le sarcophage, au temps de Louis XIII? Le métal utilisé pour fabriquer ces éléments funéraires pourrait être un indice.
Avec le spectromètre de fluorescence X, on analyse les différents éléments chimiques qui constituent la matière qu'on veut analyser. Chaque pic correspond à un élément chimique de la matière qu'on étudie. Est-ce que ça va détruire mon sarcophage? Ah non, on n'y touche pas du tout, c'est pas du tout destructif. Là, ce qui est intéressant de savoir pour nous, c'est de savoir si la feuille de pan qui a servi à construire le sarcophage est la même que celle qui a construit les reliquaires où sont entreposés les cœurs. Avec des médecins légistes, on va ouvrir le cœur, essayer de reconnaître si l'organe est encore en place. On va faire des coupes histologiques à l'intérieur, donc pour voir, peut-être qu'on retrouvera des causes du décès de l'individu. Et puis on pourra faire des recherches ADN pour savoir le sexe de l'individu. Et après on a plein de problématiques, donc pour savoir si le cœur qui est près du sarcophage appartient à l'individu qui est dans le sarcophage, ou si c'est de la même famille, ou si c'est un cœur qui n'a rien à voir. Et comme là on a 3 cœurs dans la même fosse, essayer de voir s'il y a des liens familiaux entre eux. C'est ça qui est passionnant, c'est ce processus déductif. Comment on peut, à partir de l'intérieur d'une tombe, par exemple, comment on peut finalement reconnaître les pratiques funéraires. C'est passionnant, parce que ça demande évidemment tout un processus, toute la mise en place d'une analyse, d'ailleurs qui fait intervenir aujourd'hui un grand nombre de personnes. L'archéologie ne peut pas se faire seule. À l'autre bout de la ville, après quelques semaines de recherche, une cinquantaine de sépultures du tout début du Moyen-Âge a été mise au jour. Il faut s'attendre à une nécropole qui va livrer au moins 500 sépultures, et probablement davantage. Donc ça, pour la fouille, ça va être un... Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur les anciens plans de... Il n'y a rien. Il n'y a marqué nulle part nécropole, cimetière. Non, elle n'est pas mentionnée. De l'église, voilà. L'enduit est superbe. À 1 mètre de profondeur, le site révèle les traces d'un quartier romain encore inconnu des historiens. Ça complète drôlement les connaissances. De voir un quartier aussi densément occupé juste en limite de la ville, et jusqu'à l'époque tardive, c'est vraiment important pour la connaissance de la ville antique. Cette partie de Condat semble aussi riche que celle fouillée aux Jacobins. Elle pourrait, elle aussi, faire l'objet de fouilles préventives. Pendant ce temps, aux Jacobins, les recherches continuent. Le réfectoire que les frères dominicains fréquentaient au XVe siècle n'a livré pour l'instant que peu d'informations. C'est le sol sur lequel les moines circulaient à l'époque, donc on peut imaginer des moines qui étaient en train de marcher, ou des tables et des moines qui mangeaient dans cette pièce sur le sol. C'est assez étonnant. Le travail minutieux de ces explorateurs du temps va finalement révéler une découverte aussi émouvante qu'étrange. J'ai l'impression que c'est des essais de traçage. C'est la première fois de ma vie que je tiens une partition du XVe siècle. Mais nous aussi. Alors, a priori, ça devrait être du chant grégorien. Est-ce que c'est une esquisse pour un exercice pour un apprenti musicien? Est-ce que c'est une anti-sèche? On ne sait jamais. C'est assez rare, en fait, de trouver ce genre de choses. En plus, là, en l'occurrence, on est dans un contexte religieux, donc on peut l'associer au contexte dans lequel on se trouve. Ce sont des gens qui sont intellectuels et qui ont la musique comme discipline aussi intellectuelle dans leur savoir. Ouais. Je peux vous la chanter avec le nom des notes, si vous voulez. Ah ouais, avec plaisir. Do, do, si, la, si, do, ré, mi, ré, do, la, si, do, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, do, la, sol, la, si, do, si, la. C'est quand même un petit peu effacé. J'ai eu une petite hésitation. C'est la première fois qu'on a quelque chose un peu immatériel, en fait, comme ça, qui est découvert, en fait. C'est de la musique, c'est pas qu'un objet, en fait, qu'un morceau de pierre.
ça renvoie à peut-être justement de la création, justement, et puis il y a des gens qui chantaient, voilà, ça donne vraiment de la vie, quoi. Après 7 mois de fouilles à l'intérieur du couvent, près de 1000 sépultures du XVe au XVIIe siècle ont été dégagées. Cela représente des dizaines de milliers d'ossements qu'il faut trier, nettoyer, puis analyser. C'est un tibia d'une personne adulte qui a été retrouvée dans la galerie des Enfeux. Et donc c'est vrai qu'on en prend très soin. Donc comme on les a fouillés avec soin et respect, on essaye de procéder de la même manière jusqu'au bout de l'étude. Mais bon, c'est vrai que nous, on les étudie en tant qu'objets archéologiques et tous les éléments qu'on peut tirer des ossements. On a sélectionné les osselons. Ah, il est intéressant celui-là, Et, ce fémur. bah oui, tu vois, il a une grosse courbure. Donc tu penses que c'est quoi ça? On peut avoir quelque chose comme ça. Des fractures. Alors là, on va essayer, c'est des os, celui-là, on va peut-être passer une radio pour essayer de voir, déterminer l'origine de cette courbure. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir un bilan de santé de la population rennaise et de pouvoir la comparer avec d'autres cités contemporaines. Tout en sachant qu'on a quand même ici une population qui appartient plutôt aux élites, déjà une sélection au sein de la population rennaise. C'est ça qui est intéressant. Comment expliquer qu'à cette époque, de si nombreux Rennais tenaient à être inhumés dans le sol du couvent? La réponse à cette énigme se trouve à 50 mètres, dans une basilique de l'autre côté de la rue. Il y a 500 ans, cette Vierge à l'enfant était exposée dans le couvent des Jacobins. C'est quand même cette œuvre-là qui était vénérée au XVIe ou XVIIe siècle, au moment de l'apogée du couvent des Jacobins. Des miracles étaient attribués à ce tableau, dont celui d'interrompre les épidémies de peste. Celle de 1622 a provoqué un changement dans la vie des habitants. Changement encore visible aujourd'hui. Les historiens relatent que régulièrement, on a des épidémies qui frappent la ville. Souvent, alors ça peut être, on parle de peste de manière générale, mais ça peut être des épidémies de dysenterie ou des choses où la contagion en fait est très rapide. Le marché des lys, qui fait encore la réputation de Rennes aujourd'hui, s'implante sur cette même place en 1622, en plein milieu du XVIIe siècle. Et à l'époque, il s'implante là parce que la ville subit une épidémie de peste. Et donc pour permettre là, justement la continuité de la vie dans la ville, le marché s'implante en dehors des murs de la ville close sur la place des Lys depuis 1622 et il y est resté depuis. « 10 mois de fouilles se sont écoulés dans la cour nord. La vie dans ce quartier du IIIe siècle est désormais beaucoup moins mystérieuse aux yeux des chercheurs. On peut, à partir d'un petit bout comme ça, d'un petit quartier, développer à l'échelle de la ville toute une évolution entre le début du 1er et le 4e siècle. La découverte de ces deux figurines en bronze au pied du bâtiment construit au milieu du carrefour conforte l'hypothèse de la présence d'un temple dédié à Mercure, dieu des voyageurs et des commerçants. Les offrandes rituelles alimentaient probablement l'atelier de boucher mis au jour à proximité. On imagine très bien quelqu'un qui arrive à Rennes depuis le nord. Il passait sous un arc de triomphe et arrivait dans ce carrefour où trônait ce gros sanctuaire, qui reste un sanctuaire de quartier, mais qui avait une importance, une prestance qu'un campagnard n'avait sans doute pas l'habitude de voir. Donc c'était fait pour impressionner et ça devait fonctionner. On sait qu'on arrivait ici dans une ville romaine et qu'on entrait dans la vitrine de Rome en fait.
A priori, on a le sarcophage anthropomorphe. Alors, fais gaffe, il a l'air vachement fragile. Donc on va super doucement parce que j'ai pas envie qu'on l'ouvre. Ça se trouve, il est complètement scellé. Et on peut avoir du coup une conservation vraiment exceptionnelle à l'intérieur. Ouais, là on dirait qu'il y a un 1, tu vois. Là ça fait un 6, et là ça doit être un 2. Ouais, 1621, bah, c'est début du 17e, ça tombe bien avec ce qu'on pensait. C'est assez émouvant quand même de savoir qu'on va ouvrir des sarcophages qui sont encore plus ou moins intacts. Là on a des tombes qui sont bien conservées. Et puis on est surtout curieux de voir qu'est-ce qui est conservé à l'intérieur. Est-ce qu'on a des tissus? Est-ce qu'on a du cuir, des chaussures? Est-ce qu'on a des objets? Comment sont préservés les squelettes? Est-ce qu'ils ont été embaumés? C'est comme une enquête de police. On est plus près de Sherlock Holmes que Indiana Jones en archéologie. Elle a plutôt les cheveux courts. Partie en tout cas qui reste. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des mèches plus longues à la base du cou qui peuvent être liées à les cheveux longs qui étaient comme une queue de cheval dans le bas. Donc c'est intéressant, ça pourra nous guider sur les coiffures qu'il pouvait y avoir au XVIIe siècle ici dans la noblesse. Nous on va faire des prélèvements, mais la principale archive ça va être notre photographe, c'est lui qui va immortaliser cette chevelure parce que la technique de conservation de ces cheveux va être très compliquée. Après 16 mois de recherche, les fouilles s'achèvent par la partie ouest du couvent. Les vestiges d'un quartier gallo-romain plus modeste complètent l'étude de cet îlot urbain au centre de Condat. Les archéologues travaillent jusqu'aux derniers instants pour sauver le maximum d'informations. Par contre, la topo a été faite. Là, il nous reste un petit quart d'heure avant la fin du chantier du couvent des Jacobins. On va peut-être rester un peu plus longtemps pour finir. Donc, on est en train de finaliser les derniers relevés, les dernières fiches, voilà, pour avoir un enregistrement le plus complet possible. Et on est un petit peu tendu, forcément, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire au dernier moment. Après des mois de traitement dans un laboratoire, le glaive découvert dans le cloître est sauvé des ravages du temps. 18 mois d'études minutieuses seront encore nécessaires pour interpréter la somme gigantesque d'informations récoltées lors de ces fouilles. Ces nouvelles connaissances sur la vie quotidienne des habitants à travers 20 siècles d'histoire auraient disparu à jamais. Pour autant, de nombreuses questions sur Condat restent sans réponse. Comment la cité antique était-elle approvisionnée en eau? Où se trouvait l'amphithéâtre, le forum? Après ces fouilles, un autre chantier va commencer. Le couvent des Jacobins va être aménagé en centre des congrès. Les vestiges mis au jour seront ensevelis pour laisser la place à une autre page de l'histoire de la ville. Une strate qui sera peut-être un jour, à son tour, étudiée par les archéologues du futur.